La rotation synchrone, c'est lorsqu'une lune ou une planète présente toujours la même face à un autre corps céleste. Notre lune, par exemple, montre toujours le même côté à la Terre. Peu importe si vous utilisez des jumelles ou un télescope, vous verrez les mêmes cratères et les mêmes plaines à chaque fois. Cela se produit également avec de nombreuses lunes dans l'espace. Prenez la lune de Jupiter, Io, ou celle de Saturne, Encelade. Même Mercure, qui tourne 3 fois sur son axe toutes les 2 révolutions qu'elle effectue autour du Soleil, est presque synchronisée avec notre étoile. Sur notre planète, l'attraction de la Lune génère des marées, faisant monter le niveau de la mer d'environ 30 cm. Cette attraction étire également la Lune, lui donnant une forme légèrement ovale. Il y a de nombreuses années, celle-ci tournait beaucoup plus rapidement qu'aujourd'hui. Cela faisait constamment se déplacer ses aspérités, comme les marées de la Terre. Mais les renflements de la Lune ne s'alignaient pas avec l'attraction terrestre. Assez rapidement, la gravité de la Terre les a rapprochés, ralentissant la rotation de la Lune jusqu'à ce qu'elle semble s'arrêter. Mais si nous considérons les choses dans leur ensemble, nous verrons que notre planète n'est pas en rotation synchrone avec le Soleil. La Terre tourne sur son axe, effectuant une rotation approximativement toutes les 24 heures, tout en orbitant autour de son étoile. Cette rotation engendre le jour et la nuit. De nombreux facteurs empêchent notre planète de présenter constamment la même face au Soleil. Tout d'abord, le rythme de rotation de la Terre n'est pas parfaitement synchronisé à son orbite autour de l'étoile. La présence de la Lune joue également un rôle crucial. L'attraction gravitationnelle de notre satellite crée des marées sur Terre, ce qui ralentit légèrement la rotation de la Terre avec le temps et rétablit l'équilibre. Il existe aussi une distance assez impressionnante entre le Soleil et la Terre, 149 millions de kilomètres. Même si l'attraction gravitationnelle du Soleil est immense, il est suffisamment éloigné de nous pour ne pas permettre de synchronisation. Et si nous progressions suffisamment dans l'exploration spatiale pour visiter une planète en état de verrouillage gravitationnel, une qui serait donc constamment piégée entre 2 extrêmes, l'obscurité éternelle et l'ensoleillement perpétuel? Nous pourrions collecter des données qui nous aideront à déterminer ce qui se passerait si la Terre cessait tout à coup de tourner sur son axe. La mauvaise nouvelle est que les conséquences seraient dévastatrices. Actuellement, nous nous déplaçons tous avec la rotation terrestre, même si nous ne la ressentons pas. Si la planète s'arrêtait, tout à sa surface serait projeté vers l'est. Les gens, les bâtiments et les éléments naturels se déplaceraient latéralement à très grande vitesse. Ensuite, les vents restants, qui tourneraient encore presque aussi rapidement que la planète elle-même, balayeraient à sa surface, agissant comme une sorte de lime à ongles cosmique. Même si ce ralentissement s'opérait au fil du temps, ses effets seraient toujours dramatiques. Le premier changement notable serait le mouvement du Soleil à travers la voûte céleste. Sans la rotation de la Terre, une journée durerait la moitié d'une année. Cette perturbation bouleverserait nos rythmes biologiques, affectant le sommeil et les activités quotidiennes de nombreuses espèces. La rotation de la Terre influe également sur les tendances atmosphériques, qui affectent le climat et les intempéries. Les courants aériens changeraient également, entraînant des événements extrêmes tels que la désertification et la fonte des calottes polaires. Les ouragans, qui dépendent de la rotation de la Terre pour se former, cesserait complètement d'exister. Une Terre immobile se traduirait probablement par la perte de notre champ magnétique, lequel nous protège des rayons cosmiques nocifs et des tempêtes solaires. Dites donc, nous sommes dans un sacré pétrin maintenant, non? Dans le même cas de figure, mettons que les océans ne gèleront pas là où il fait froid et ne s'évaporeront pas là où il fait chaud. En raison de sa rotation, il existe une force centrifuge qui a rendu notre planète un peu plus large autour de l'équateur. Si nous mesurons la Terre autour de cette ligne, elle est plus large d'environ 21 km que si nous la mesurons de pôle à pôle. Cet élargissement de la Terre s'est produit très lentement, au fil de milliards d'années. Mais l'eau liquide des océans se déplacerait plus facilement. En raison de la rotation, l'eau autour de l'équateur est environ 8000 mètres plus haute qu'elle ne le serait sur une planète immobile. Si la Terre cessait de tourner, les océans commenceraient à se déplacer vers les pôles. Au début, seules certaines zones autour de l'équateur s'assécheraient. Mais en bout de compte, un grand continent se formerait au milieu, comme une ceinture. Vous pourriez vous promener autour de la Terre au niveau de l'équateur sans jamais vous mouiller, même s'il ferait extrêmement froid d'un côté et vraiment chaud de l'autre. L'eau qui pourrait s'éloigner de l'équateur finirait par atteindre les pôles. Il y aurait alors 2 océans distincts autour de chacune de ces régions, chacun séparé par le continent équatorial. Au nord, le Canada, le Groenland, l'Asie et l'Europe seraient tous submergés, suivant une ligne similaire à la frontière entre les États-Unis et le Canada. Mais des pays comme l'Espagne, par exemple,
resterait essentiellement émergée. En dépit de ces conditions extrêmes, certains disent que la vie pourrait encore exister dans la zone crépusculaire qui sépare la lumière des ténèbres. Si nous pouvions la représenter, elle ressemblerait à cette région faiblement éclairée, qui a l'air d'être toujours à la limite d'un coucher de soleil. Cette situation intermédiaire pourrait potentiellement offrir les conditions idéales à la vie, avec des températures équilibrées entre chaque extrême. La planète finirait par s'apparenter à un œil. Son hémisphère tourné vers le soleil ressemblerait à une pupille desséchée, entourée d'un iris bleu-vert, l'endroit où se trouverait le plus d'eau et de végétation. Tout n'est pas si sombre cependant. Comme il y a de l'eau liquide à la surface de notre planète, la lumière du soleil pourrait la transformer en nuage, qui pourrait aider à réguler sa température si elle cessait de tourner. De plus, la façon dont la chaleur se déplace dans l'air pourrait rendre le climat plus agréable de façon générale. Les vents pourraient transporter la chaleur du côté ensoleillé vers le côté obscur, de manière similaire à la façon dont les courants océaniques réchauffent l'Europe et refroidissent l'Afrique. De plus, la façon dont les gaz se déplacent dans l'air pourrait empêcher une planète de rester bloquée dans la même position tout le temps. Vénus, par exemple, devrait être verrouillée face au Soleil, mais son atmosphère l'aide à continuer de tourner. Le sort de notre planète pourrait prendre un tour similaire. Les précipitations sur une planète en rotation synchrone pourraient réguler davantage les températures, surtout s'il y a assez de terre. Sur notre planète, la pluie interagit avec les roches, piégeant le carbone et refroidissant l'atmosphère. Ce processus pourrait donc également aider à réduire les niveaux de dioxyde de carbone. Si nous devions nous préparer à un monde verrouillé gravitationnellement, le désert du Sahara serait un bon endroit où établir notre camp d'entraînement. Situé en Afrique du Nord, c'est le plus grand désert chaud au monde. Il couvre une vaste zone allant de l'océan Atlantique à la mer Rouge et de la mer Méditerranée à la région du Sahel. Pendant la journée, les températures peuvent devenir très élevées, jusqu'à 50 degrés Celsius, et la nuit, elles peuvent redescendre jusqu'à 5 degrés. C'est une grande fourchette. Vous pourriez essuyer une tempête de sable de temps à autre, mais la pluie reste très rare. Quand elle se produit cependant, elle est intense et peut provoquer des crues soudaines qui rendent le désert périlleux. Mais malgré ces conditions difficiles, certains animaux parviennent à survivre ici. Une de ces créatures est le fennec, qui est le plus petit renard vivant sur notre planète. Il a de grandes oreilles qui l'aident à supporter la chaleur. Et son habitat s'étend du Maroc à l'Égypte, en passant par le nord du Niger et jusqu'au Koweït à l'est. Il se nourrit de tous les oiseaux, insectes et rongeurs qu'il parvient à trouver dans le sable. Quant à l'endroit le plus froid sur Terre, les données suggèrent qu'il s'agirait de l'est du plateau antarctique. Les relevés indiquant que la température de l'air peut y descendre jusqu'à moins 94 degrés Celsius. Si nous recherchons des animaux qui se soient bien adaptés à ces conditions, semblables à celles d'un congélateur de calibre industriel, il suffit de regarder les manchots empereurs. Ils se rassemblent en groupes serrés, comprenant parfois un très grand nombre d'oiseaux, pour se préserver du froid. Ils ne peuvent cependant pas rester comme ça trop longtemps, car ils finissent par avoir trop chaud. Des chercheurs ont découvert en 2015 qu'ils pouvaient faire jusqu'à 38 degrés au milieu de cette mêlée de manchots. Ces oiseaux sont les seules créatures à engendrer une progéniture pendant l'hiver antarctique. Ils voyagent assez loin, de 80 à 160 km environ, pour pondre un seul œuf. Pendant que le père garde l'œuf au chaud pendant les 2 premiers mois, la mère retourne au bord de l'eau pour chercher de la nourriture. C'est une tactique qui fonctionne généralement bien, tant que la météo est de la partie.